La guerre en Ukraine a augmenté un problème qui existait déjà, qui est celui de la reprise post-Covid et des tensions sur la demande mondiale et des difficultés d'assurer la satisfaction d'une demande après une pause. Donc c'est le problème post-Covid. Il y a aussi des pays producteurs de pétrole et de gaz qui n'ont pas voulu, avant même la crise en Ukraine, augmenter leurs quotas, notamment l'Arabie Saoudite qui s'entend depuis des années avec la Russie. Et ensuite, sur cela, s'est greffiée la tension géopolitique, politique et guerrière de la guerre russo-ukrainienne qui a fait gonfler, en quelque sorte même assez artificiellement, le prix du marché, notamment du gaz, parce que le vrai prix est beaucoup plus bas. Même s'il y a une pénurie, même si on a fait des sanctions, il a monté avant même qu'on coupe le robinet, ou que les Russes coupent le robinet, ou que l'on refuse d'acheter autant, ou qu'on diminue et qu'on réduise presque à zéro. Donc il y a plusieurs raisons de la montée des prix du gaz et des hydrocarbures en général. Et le problème est le suivant: nous n'avons pas prévu ce scénario, alors qu'il était assez prévisible. Quand vous dépendez totalement, ou trop, certains pays dépendent presque totalement et d'autres dépendaient beaucoup trop, comme l'Allemagne. Quand vous dépendez beaucoup trop d'un seul fournisseur, certes du gaz de bonne qualité, avec des contrats à long terme, beaucoup moins polluants et dangereux pour la planète que le GNL. Hein, le gaz russe avait beaucoup d'avantages. Il permettait aussi à l'industrie allemande d'avoir une énergie sûre, parce que quand on parlait de l'insureté, de la non-sûreté des livraisons de gaz russe, c'était assez mauvaise foi. C'était parce qu'il y avait des problèmes avec l'Ukraine, mais la demande des Allemands a toujours été satisfaite avant la guerre en Ukraine. C'était donc un fournisseur assez sûr qui permettait d'avoir une énergie à bon marché et acheminée de manière sûre. Le gazoduc, c'est beaucoup mieux que les méthaniers. Et ce problème est important parce que, du coup, comme c'était rentable pour l'économie allemande et pour l'économie européenne, nous n'avons pas pensé à trouver une alternative, et nous ne sommes absolument pas prêts à remplacer tout ce gaz russe que l'on veut réduire à zéro importation par une autre source de gaz. Par exemple, le gaz GNL. Le gaz GNL livré par les Américains a été augmenté par 5 fois plus qu'avant la crise, donc c'est important, mais ça ne remplit même pas 20% de la satisfaction de la demande européenne. Donc le gaz de schiste américain en a profité, les industries de gaz de schiste américains ont profité de deux choses: l'augmentation générale des coûts, qui rend rentable l'extraction du gaz de schiste, qui est très très polluant, qui est une catastrophe écologique, mais en plus qui n'est rentable que si le prix général est assez élevé. Eh bien, il y a beaucoup de récupération, c'est la fracturation hydraulique horizontale. Donc c'est bénéficiaire pour les compagnies de gaz de schiste qui, avant même cette crise, avaient besoin d'un prix des hydrocarbures assez élevé pour rentabiliser ce gaz de schiste, qui est exporté par bateau, par méthanier. Et deuxièmement, il est certain qu'en dehors de cela, la crise en Ukraine, qui bannit progressivement le gaz russe, ne fait que profiter aux fournisseurs concurrents. Ça, j'allais dire, c'est de bonne guerre et c'est logique. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas assez de méthaniers. Et en ce qui concerne les terminaux qui permettent de regazifier du gaz acheminé GNL qui a été liquéfié, eh bien, ces terminaux ne sont pas disponibles. Les Allemands n'en avaient pas. Ils ont réussi à en avoir 2 flottants. Mais il faut 4 à 5 ans pour avoir une infrastructure de méthaniers et de terminaux fixes. Et c'est quelque chose de très compliqué à faire. Vous savez qu'un terminal, c'est pas de la rigolade. Si un terminal explose, une ville explose. Un terminal de regasification de gaz liquéfié, c'est extrêmement technologique. Ça ne se fait pas en 5 minutes. Et le Flop Prigent, qui est un acteur connu de l'énergie, d'une grande entreprise d'énergie, disait lui-même qu'il faudrait, il disait ça il y a presque 6 mois, il faudrait 4 à 5 ans. Et on sait que les terminaux flottants, ça s'achète, mais il n'y en a pas assez sur le marché. S'il y avait beaucoup de terminaux flottants qui ne sont pas l'idéal, mais qui peuvent remplacer momentanément des vrais terminaux fixes, ça irait. Mais sur le marché, ça ne se fabrique pas en 5 minutes, un terminal flottant. Il n'y en a plus de disponible. L'Europe n'a pas assez de méthaniers et elle n'a pas de terminaux flottants disponibles. Et seuls des pays de l'Europe de l'Ouest,
notamment le Portugal, l'Espagne, surtout le Portugal, avaient des terminaux disponibles. Donc, pour des raisons purement technologiques, logistiques et structurelles, il est impossible de remplacer la perte ou le refus d'importer du gaz russe de bonne qualité, peu écologique et transmis par des gazoducs, par un GNL. Même la mer du Nord, il reste assez peu d'énergie en mer du Nord, ce n'est pas quelque chose qui est durable, les réserves ne sont pas énormes, elles peuvent remplir à peine 5% de la demande européenne. Le Qatar a déjà beaucoup de clients et il prendra ceux qui sont privés, il peut rajouter un quota. L'Algérie ne peut pas fournir énormément plus de gaz puisque l'Algérie n'a pas investi dans ses infrastructures depuis des décennies. L'Algérie s'est contentée de ce qu'elle avait, elle pourrait, mais pour l'instant, elle n'a pas jugé extrêmement utile de fournir beaucoup plus. L'intérêt des pays n'est pas de fournir plus, mais de profiter d'une hausse. Et l'Algérie, pour l'instant, n'a pas énormément intérêt à fournir plus. Elle a intérêt à vendre moins, beaucoup plus cher. Donc la situation actuelle, et d'ailleurs les derniers qui ont réussi à avoir un quota de gaz algérien supplémentaire, c'était les Italiens, juste au moment de la crise en Ukraine. Quelques mois plus tard, M. Draghi est allé en Algérie et il a obtenu ce que nous, on n'a pas obtenu. Quand Macron est arrivé comme Zorro sans se presser en Algérie 6 mois plus tard, il a voulu demander aux Algériens de fournir plus de gaz algérien, mais les Algériens ont dit on n'en a plus. Donc vous voyez, ce n'est pas si facile que ça. On sait aujourd'hui, selon l'Agence internationale de l'énergie, qu'on ne peut remplacer que 40% des 100% de gaz russe dont on avait besoin et qu'on était habitué à importer. Je ne parle pas du 100% du gaz en général, mais par rapport au gaz russe, on a la possibilité de compenser une perte de gaz russe qu'à hauteur de 40% de ce dont on a besoin. Et l'Agence internationale de l'énergie a dit, préparez-vous à vous chauffer moins, à baisser vos radiateurs, à faire de la sobriété, très bien, à aller vers le renouvelable, mais le renouvelable, ça va prendre des décennies. Le renouvelable, ça ne se fait pas en 2 ans. Quand on nous dit la crise va durer 1 ou 2 ans, c'est absolument faux. Et enfin, j'ai parlé avec un grand dirigeant d'EDF qui connaît la question énergétique, pas uniquement électrique, il me disait, il est absolument impossible d'être optimiste pour l'hiver prochain. Il me disait, cet hiver 2022-2023 n'est pas le pire, puisque nous avons fait le plein du gaz russe, qui lui arrivait en grande quantité de manière sûre. On a fait le plein jusqu'à août, avec des réserves. Mais entre août et décembre, ça fait relativement peu de mois à satisfaire par une autre source d'importation de GNL, de gaz de schiste, GNL, donc du gaz que l'on importe par bateau. Par contre, me disait-il, l'année d'après, on n'aura pas, comme cette année, pu faire des réserves à hauteur de 70% pour l'année. On n'aura pas, jusqu'à août prochain 2023, rempli nos réserves. On aura 0 gaz russe. Donc l'hiver prochain, sachant qu'on n'a pas les méthaniers, qu'on n'a pas encore assez de GNL pour remplacer le gaz russe et qu'on n'a pas remis toutes les centrales en route et que de toute façon la France est une exception si on raisonne au niveau européen, beaucoup de pays européens n'ont pas d'alternative au gaz russe aujourd'hui. Certains grands patrons, certes ce n'est pas à la mode de le dire, disent même in petto, discrètement, mais des très grands patrons de très grandes sociétés, un jour assez proche, on aura besoin même de reprendre du gaz russe. On pourrait parler aussi du gaz d'Asie centrale, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kazakhstan, mais surtout Turkménistan. Mais aujourd'hui, la Russie ne permettra pas à ses alliés d'Asie centrale de prendre leur place. Ils ne vont pas le laisser facilement. Et ces pays ont peur des réactions de la Russie. Donc c'est extrêmement compliqué. Et c'est beaucoup plus compliqué que l'on croit de remplacer le gaz russe par un autre gaz. Et ceux qui disent qu'il faut aller au renouvelable, eh bien merci. Si on veut aller au tout renouvelable, parce que certains sont ni pour les hydrocarbures, ni pour les centrales nucléaires. Alors, je me demande comment on va faire, parce que, et là, ce n'est pas contre le renouvelable, ce que je dis au contraire, mais si on avait été prévoyant, on aurait investi des dizaines de milliers ou des centaines de milliards de dollars que réclamaient des grands spécialistes de l'énergie. Ils disaient, attention, pour aller au tout renouvelable, il faut investir dans les infrastructures. Et on n'a pas du tout investi assez, que ce soit pour les autoroutes,
que ce soit pour l'approvisionnement en plein électrique d'une voiture hybride ou électrique. On n'a absolument pas assez de points de recharge. On n'a pas assez investi aussi dans les infrastructures, dans les industries, pour remplacer le gaz par d'autres sources d'énergie. Il ne suffit pas d'avoir des panneaux solaires ou d'avoir des sources d'énergie éolienne. Il faut aussi tout un tas d'infrastructures et des smart grids pour répandre cette énergie, pour la distribuer un peu partout. On n'a pas investi un centième de ce qu'il fallait investir. Comme le disait le grand spécialiste de l'énergie et de la transition énergétique, M. Chevalier, de Dauphine, grand professeur à Dauphine, il disait déjà en 2012, il faudrait investir 1000 milliards de dollars au niveau européen et occidental, minimum, en logistique, en infrastructure, pour que le renouvelable soit possible. Donc vous voyez, l'hiver prochain, il va falloir faire beaucoup de pompes, et voir des vélos d'appartement pour ne pas avoir froid. Alors, à la décharge de l'Europe, Hollande a très bien joué de ce point de vue, Sarkozy également un peu plus tôt avec la crise russo-géorgienne, et même le premier Macron au début de son mandat. Il y avait une réelle volonté des Français, des Allemands et des Européens en général de trouver une solution viable au problème ukrainien, tant que la Russie n'avait pas envahi le pays, même si elle avait certes annexé et envahi la Crimée, qui est un problème à part, parce que la Crimée a toujours été tentée de ne pas faire partie de l'Ukraine. Si on avait appliqué les accords de Minsk, on dit souvent que la Russie a violé les accords de Minsk, certes en armant des séparatistes, mais si on avait poussé intelligemment Zelensky à être un peu plus raisonnable, à ne pas inscrire dans la Constitution l'idée que l'Ukraine devait un jour devenir membre de l'OTAN, ce qui est un véritable chiffon rouge pour le taureau russe. Et si on avait obligé ou demandé à nos partenaires ukrainiens qui résistent vaillamment, et on n'oublie pas que ce sont eux les victimes bien sûr, mais si on les avait incités à être un peu plus soucieux d'appliquer les accords de Minsk, c'est-à-dire de respecter les droits des minorités russophones, car c'est un problème durable. Voilà un pays qui a le droit d'être indépendant et de se différencier de son ancien grand frère ou mère patrie russe, puisque la Russie est née à Kiev. Donc il a tout à fait ce droit, ce pays, de se différencier. Il a même le droit de dire qu'il n'a jamais été russe, même si longtemps une partie l'a été. Mais par contre, ne pas vouloir traiter, dans les années 2010, 2014, 2016, 2018, 2021, le problème de gens qui ne se sentent pas ukrainiens en Crimée ou dans le Donbass, a été quelque chose de dramatique, puisque les Européens avaient un plan. Il était prévu que l'Ukraine donne un statut d'autonomie aux Russes du Donbass et que le statut de la Crimée soit éventuellement étudié. Il y a d'autres pays qui ont connu des phénomènes de séparation, Timor oriental, Kosovo, séparé de la Serbie, ou le Soudan qui a été coupé en deux. Ça s'est fait avec un certain aval de la communauté internationale. Donc on aurait pu discuter de tout ça. Il se trouve que les Européens avaient un intérêt à discuter, à trouver un plan de paix, de même que dans les années 90, à Rambouillet, l'ONU, avec la France, avait parrainé des accords de paix entre Serbes et Kosovars. Mais ça n'intéressait pas les Américains qui avaient envie de faire une guerre dans les Balkans, de toute façon, pour justifier l'extension de l'OTAN. Donc déjà, dans les années 90, l'Europe voulait la paix dans les Balkans et on avait une solution de paix qui avait été trouvée entre minorités albanophones et serbes. Mais l'Amérique, rappelez-vous, Madeleine Albright, l'Amérique a utilisé l'émotion et une histoire de charnier assez trouble pour refuser les accords de Rambouillet et ne plus respecter le droit international et ce que la communauté internationale était en train de faire en Europe, c'est-à-dire un plan de déconfliction. Et l'Amérique était allée vers la guerre, puisque la guerre du Kosovo avait pour but de détruire l'ex-Yougoslavie pour étendre le règne et l'extension de l'OTAN plus vers l'Est, ce qui est une partie de l'origine de l'hystérisation de la classe politique russe. De même, des années plus tard, quand les Européens avaient intérêt à négocier, non pas négocier de manière munichoise, mais trouver une solution, un peu comme Sarkozy avait trouvé en Géorgie, pour que la confliction n'augmente pas, une solution de déconfliction ou de statu quo. Parfois, c'est peut-être pas très beau, mais en relations internationales, on va vers le moins pire. Là, on est aujourd'hui dans une situation qui peut nous amener peut-être à un conflit nucléaire. Dans les années 2014, 2015, 2016, 2017, il était encore possible de trouver une solution soit de déconfliction ou de non-confliction ou de statu quo
peut-être pas extraordinaire, avec des conflits gelés comme le Sahara occidental, comme l'Abkhazie, l'Ossétie en Géorgie, comme la Transnistrie. Un conflit gelé qui ne va pas plus loin et tant que chacun respecte la zone de l'autre, eh bien finalement on en reste là. Certes, ce n'était pas satisfaisant pour les Ukrainiens qui ont le droit de retrouver l'intégrité de tout le territoire que la Russie avait reconnu. Certes, et ça on ne le nie pas. Mais le droit international, la géopolitique, la diplomatie, c'est pas toujours aller vers l'idéal, c'est aller vers le moins pire. C'est les solutions de déconfliction qui, par essence, demandent que chacun fasse un bout du chemin. Certes, c'est moralement inacceptable de demander au bourreau et à la victime, tous les deux, de faire un pas. Certes, mais malheureusement en relations internationales, on est souvent un peu en dehors de la morale, on est dans le moins pire ou sauver les meubles. Donc l'Amérique, pendant ces mêmes années, 2014, 2015, 2016 jusqu'à 2021, n'avait aucun intérêt à ce qu'en Ukraine, on trouve une solution pour geler le problème qui est un problème de séparatisme et d'une nation dont une grande majorité croissante d'ailleurs veut être seulement ukrainienne. Même les russophones qui parlent à la maison russe, de plus en plus sont ukrainiens nationalistes en Ukraine. C'est un fait que les Russes n'ont pas compris, n'ont pas voulu comprendre, c'est vrai. Mais on ne peut pas nier qu'une partie des russophones de l'Est et du Sud de la Russie, une partie, ne veulent pas et n'ont jamais voulu vraiment faire partie de ce pays. Ils ont même été intégrés à ce pays sur volonté de dictateurs soviétiques, notamment Lénine. Et pour la Crimée, c'était un peu plus tard, c'était sous Khrouchtchev. De même que pour les Arméniens du Haut-Karabakh, on les a mis de manière discrétionnaire dans le camp, dans les frontières de l'Azerbaïdjan, malgré leur volonté, sur décision d'un despote stalinien. Donc c'est quand même des véritables problèmes que l'on doit régler. Des nations dont les frontières ont été mal gérées, ou pendant l'Union soviétique, des despotes soviétiques qui n'étaient pas russes, qui étaient soviètes, c'est très différent. Ils avaient intérêt à détruire les nationalités, diviser pour régner. Un empire a toujours besoin de diviser pour régner. Et donc ce problème en Ukraine restera, de même qu'il restera en Géorgie, de même qu'il restera dans des pays qui sont devenus indépendants de la Russie également, comme l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui aujourd'hui sont en conflit, parce que justement, sous les soviets, on a mal tracé des frontières, on a mis les uns chez les autres. Imaginez la bombe à retardement qui consiste à mettre des Arméniens en Azerbaïdjan, ou des Azéris en Arménie. Donc le problème va durer. Et les Américains, eux, n'avaient aucun intérêt à essayer de gérer ce problème qui est un véritable problème, alors qu'ils l'ont fait au Kosovo et ils l'ont fait au Soudan. Mais en Ukraine, ils n'avaient pas intérêt, tout simplement parce qu'ils voulaient prendre la place du gaz russe, les compagnies américaines de pétrole et les gouvernements américains successifs, surtout néoconservateurs et démocrates, avaient intérêt à ce que la situation en Ukraine pourrisse. Et nous en avons plusieurs preuves. Il suffit de regarder une vidéo de George Friedman, le patron de Stratfor, une agence qu'on appelle l'ombre de la CIA, qui conseille le gouvernement américain. Dans une vidéo au Global Chicago Institute, il exprime en 2015 une idée suivante. Il faut aller provoquer les Russes en Ukraine pour bien leur montrer que l'Ukraine, ce n'est pas un pays neutre, c'est un pays dirigé par l'armée américaine. Et il se vante que le chef de l'armée américaine aille décorer de médailles que l'on donne normalement uniquement aux Américains. Il s'est vanté qu'on a donné ces médailles à des Ukrainiens et il disait l'idée c'est de provoquer les Russes et de leur montrer que c'est nous les patrons et l'idée, exprime-t-il, c'est faire en sorte qu'en Europe il y ait des guerres et que l'Europe s'affaiblisse par des divisions et il se vante du fait que pour lui le pire ennemi c'est pas la Chine ou le terrorisme islamiste. Le pire ennemi pour lui, il dit nous, Empire américain, ce qui nous inquiète le plus c'est que l'énergie russe alimente la prospérité ouest-européenne. C'est très clairement dit. Et enfin, en 2019, un autre rapport d'une fondation qui conseille beaucoup le gouvernement américain, extrêmement stratégique, la Rand Corporation, délivre un rapport qui s'appelle Expanding Russia. Et dans ce rapport, les grands stratèges de la Rand Corporation, qui conseillent le gouvernement américain, ce rapport a été publié en 2019, mais conçu avant, 2019, donc 2 ans avant l'invasion, et il dit c'est déjà pourri en Ukraine, il faut pousser la Russie à prendre encore plus de territoire en Ukraine pour la mettre dans un bourbier. Ça s'appelle la stratégie de la bloodletting, de faire couler le sang, une saignée. Il faut saigner l'ours russe, en vue probablement d'ailleurs d'une future guerre avec la Chine,
pour qu'un jour, s'il y a une guerre mondiale autour de l'ordre international à changer, eh bien l'outsider chinois n'est plus l'aide de la Russie qui serait entre-temps totalement saignée. Donc on voit bien que l'Amérique, a tort ou a raison, ce n'est pas un jugement de valeur, n'a pas eu intérêt à ce que l'on trouve un modus vivendi comme on a trouvé à l'époque de Sarkozy en Géorgie, parce que les compagnies américaines voulaient remplacer en partie le gaz russe, c'était tout bénef pour l'économie américaine. Deuxièmement, les plus cyniques avaient intérêt à ce que l'Europe ne soit pas un concurrent économique. Donc là, on ruine l'industrie allemande et européenne avec un gaz beaucoup plus cher et moins sûr. Par bateau, c'est toujours moins sûr que par gazoduc. Et enfin, d'un point de vue politique, ce que craint le plus l'Empire américain, les grands stratèges américains le disent tous, de Brzezinski jusqu'à George Friedman, hein, ils le disent tous, il faut absolument rendre conflictuelles les relations russo-européennes. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas un pro-russe. C'est toute la stratégie américaine, et même anglaise depuis Mackinder jusqu'à aujourd'hui, George Friedman, qui le dit clairement dans des ouvrages de Grand Chessboard de M. Brzezinski, dans des vidéos, des ouvrages, notamment de George Friedman, et dans de nombreuses analyses que l'on peut trouver en source ouverte. Alors là, c'est la poule et l'œuf. Il est certain que Poutine va utiliser l'énergie comme arme suprême. Alors déjà, priver les Ukrainiens d'énergie avec des bombardements d'infrastructures, centrales et compagnie, ça on le sait, les mettre dans le noir. Pourquoi pas un brouillage électromagnétique? Tout est possible, y compris avec une bombe nucléaire tirée en l'air, hein, vous savez, très haut dans l'atmosphère. Ça peut faire un brouillage général électromagnétique. Tout est possible. Les Russes vont tout faire pour mettre les Ukrainiens dans le noir. C'est horrible, bien sûr. Mais pour ce qui concerne l'Europe, à qui la Russie est déjà en train de faire une guerre hybride, parce que ce n'est pas une guerre directe OTAN-Russie, ni l'OTAN ni la Russie, là c'est rassurant pour nos auditeurs, ni l'OTAN ni la Russie aujourd'hui veulent d'une guerre directe qui serait catastrophique, qui pourrait dégénérer. Mais par contre, les Russes n'ont pas pris aimablement, ils n'ont pas pris comme quelque chose de sympathique le fait que nous avons promis aux Ukrainiens l'équivalent de 60 milliards de dollars depuis moins d'un an. Hein, donc c'était fait depuis mars 2022, février-mars, et il faut savoir qu'on leur a donné l'équivalent du budget militaire de la France en moins d'un an. C'est pas amical. Alors certes, les Russes sont les agresseurs, mais si on se met en géopolitique, il faut toujours raisonner des deux côtés. Comment la Russie prend ce que nous faisons comme une ingérence, même si Macron nous dit à juste titre qu'il ne faut pas d'ingérence et il ne faut surtout pas être belligérant, surtout, n'empêche que nous sommes considérés comme tels par les Russes. Du coup, ils se vengent. Comme ils ne peuvent pas se venger en nous bombardant, parce que ça c'est de la folie, et ceux qui y croient exagèrent, la Russie n'a aucun intérêt ni l'intention de bombarder les pays ouest européens, comme elle ne peut pas faire une guerre directement contre les pays de l'OTAN, elle va nous faire une guerre énergétique. Mais cette guerre énergétique, elle ne voulait pas le faire au début. Je ne dis pas ça pour dédouaner les Russes, c'est parce que les Européens ont voulu des sanctions radicales, drastiques, qui ont consisté à priver les Russes de leur marché européen. On ne peut pas à la fois dire il ne faut plus importer une goutte de pétrole et de gaz russe et en même temps se plaindre que les Russes ne nous fournissent plus. Là, il y a quand même un paradoxe. Donc moi, je pense que si on pourrait, à juste titre, accuser les Russes de nous faire une guerre énergétique en ne nous livrant plus d'énergie, si nous avions voulu séparer les sanctions de l'approvisionnement énergétique. Ce n'est pas tout à fait stupide. Alors c'est ce que dit Orban, donc c'est mal vu. Mais on oublie qu'il n'y a pas que Orban. Les Slovaques et les Autrichiens ont demandé des exceptions. Ils n'étaient pas pour les sanctions générales sur les énergies. Il aurait été peut-être, à mon avis, malin de faire une politique d'aide à l'Ukraine. C'est tout à fait moral et même acceptable militairement et même géopolitiquement d'aider les Ukrainiens à se défendre. Ça ne veut pas dire une guerre directe contre la Russie. Ça s'est déjà fait dans le passé, au Vietnam, en Afghanistan. On s'est fait des guerres et les Américains et les Russes armaient le camp ennemi de l'autre pour se faire une guerre interposée. Donc ça, c'est pas forcément quelque chose qu'il faut éviter. Moi, je suis pour le fait d'armer les Ukrainiens. Mais comme les Turcs l'ont fait intelligemment, on pouvait très bien armer les Ukrainiens pour qu'ils défendent leur souveraineté, condamner l'invasion russe, lancer des sanctions drastiques sur plein de domaines, mais on aurait pu peut-être ne pas le faire sur l'énergie, puisque de toute façon, les Russes vont remplacer le marché européen maximum dans 2 ans, vers l'Asie. Ils ont déjà vendu et ils continuent à vendre beaucoup à l'Asie. Et l'avantage pour eux, ils sortent moins de gaz et moins de pétrole pour avoir plus de rentrées du fait
de la montée des prix. Donc on voit bien, ces sanctions, elles risquent d'être encore assez longtemps, on le verra l'hiver prochain, elles risquent de ressembler à des autosanctions. Et après l'hiver prochain et juste après celui d'après, donc dans maximum 2 ans et demi, la Russie aura totalement compensé le marché européen par un marché asiatique. Parce que contrairement à l'Europe qui veut tout décarboner, le reste du monde adore le gaz. Parce que le gaz, c'est le moins polluant des 3 hydrocarbures principaux. Le charbon, c'est l'horreur absolue, même s'il y a des nouvelles centrales un peu moins polluantes. Le pétrole, c'est très polluant. Le gaz, c'est ce qu'il y a de mieux, surtout par gazoduc. Et il reste 1 an et demi, 2 ans pour terminer les gazoducs de la Russie vers le marché chinois, parce qu'il y a déjà des gazoducs, mais pas suffisants. Donc on le voit bien. Peut-être que sur ce quoi on aurait dû réfléchir, c'est des sanctions qui, d'un coup, demandent à ne plus importer d'hydrocarbures russes, qui est assez difficile à tenir. J'espère qu'on va le faire. Si ça relance le renouvelable, c'est très bien. Moi, je suis pour le passage au renouvelable. Mais apparemment, les experts disent que par manque de prévision, on n'a pas assez investi de milliards de dollars dans la préparation vers le renouvelable. Et donc, on a au moins 4, 5, 6 ans de retard si on inclut dans ces 5-6 ans ce que disait le flop Prigent sur les méthaniers et les terminaux flottants ou les terminaux fixes. Alors la guerre va continuer autant que les Russes auront des armements. Et vous savez, en Syrie, par moment, quand on n'avait plus ou pas envie de dépenser des munitions sophistiquées, on faisait des bombes du pauvre, hein. C'était un carnage. On a des villes entières en Syrie qui ont été bombardées par les Russes et par l'armée syrienne équipée par les Russes avec des bombes pratiquement artisanales qu'on lançait par avion. Et donc, je ne pense pas que la Russie, dans 6 mois, n'aura plus aucune munition. Elle aura des munitions du pauvre, elle aura des munitions nord-coréennes, elle aura des munitions iraniennes, elle aura aussi du matériel chinois que très hypocritement les Chinois disent ne pas exporter, mais ils vont leur donner en sous-main. Les Chinois sont très habitués à avoir une vision très spéciale des engagements écrits. Et là, on l'apprend même en cross-cultural management, et ce n'est pas une critique des Chinois, c'est que ce n'est pas la même mentalité. Dans la stratégie chinoise, il y a toujours l'opportunité. Ce qui caractérise la stratégie chinoise, comme le dit le grand sinologue Julien, c'est l'opportunité, le moment opportun, et rien n'est fixe. Et un engagement n'est jamais fixe, dès lors qu'il y a une nouvelle opportunité. Donc aujourd'hui, les Chinois vendent très cher leurs biens et services aux Russes en leur disant, tu comprends, on contourne un peu les sanctions, mais ça mérite un surplus. Donc du coup, ils y gagnent en leur vendant plus cher des biens, des marchandises, mais en même temps, ils leur disent, tu comprends, nous on veut bien t'acheter ton énergie, mais il faut nous faire une super ristourne, qu'ils avaient déjà. Mais là, ils demandent encore plus de ristourne. Pour les Chinois, c'est tout bénef. Ils n'ont aucun intérêt à appliquer totalement les sanctions, même s'ils disent qu'ils vont respecter un certain nombre de sanctions, etc. Ne parlons pas des pays d'Asie centrale qui aident les Russes à contourner toutes les sanctions bancaires, puisque maintenant, il y a plein d'avoirs russes au Turkménistan, en Azerbaïdjan, en Arménie, en Asie centrale, au Kazakhstan et ailleurs. Et donc, on voit bien que c'est assez peu tenable ce que nous faisons aujourd'hui. Et donc, pourquoi il aurait été intéressant de prévoir cette guerre en Ukraine? Parce qu'on aurait pu, si on avait tenu compte des spécialistes, pas que moi, des vrais spécialistes, russologues, il était évident qu'une guerre se préparait depuis au moins 2020. Moi, j'ai écrit mon livre en début 2021, il y avait déjà plus de 130 000 hommes, soldats russes, qui étaient prêts à rentrer en Ukraine. Et de l'autre côté, il y avait les plus gros bataillons. Donc il y avait le plein de l'armée qui était plus faible à l'époque, l'armée ukrainienne qui était beaucoup moins nombreuse, elle avait moins mobilisé. Il y avait aussi le plein des troupes ukrainiennes en face. Depuis au moins 2020, moi des gens m'appelaient, des observateurs, côté ukrainien, côté russo-ukrainien, enfin du Donbass comme de Kiev, des amis, des observateurs, des journalistes, des fixeurs de TF1 et autres, qui me disaient c'est une question de temps, c'est pas une question de savoir. La guerre russo-ukrainienne est certaine. Et dans mon livre que j'ai écrit en 2021, début 2021, avec le professeur Jacques Sopelsa, l'ancien patron de la Sorbonne, nous avions consacré un chapitre sur la guerre russo-ukrainienne. Donc, quand nos dirigeants ne voulaient pas y croire, certains n'ont pas voulu y croire jusqu'à un mois avant, c'est de la folie. De ce point de vue, les Américains avaient raison. Mais ce n'est pas la CIA qui avait fait une super découverte. Des humbles serviteurs comme moi l'ont écrit, donc c'était quelque chose d'évident et il n'y a eu aucune préparation parce que nos dirigeants, surtout ouest-européens,
Finalement, en Amérique, il y a une politique démagogique du pouvoir, mais il y a un deep state qui sait les choses. En Amérique, il y a quand même un minimum de longue durée grâce à un fait qu'il y a un découplage entre la classe politique politicienne qui résonne au midterms, donc c'est 2 ans, c'est la moitié d'un mandat à chaque fois, c'est 2 ans. Donc ils sont tout le temps dans la politique politicienne, mais il y a un vrai pouvoir profond, et ce n'est pas complotiste, c'est un pouvoir profond, je le dis de manière non péjorative, c'est bien qu'il y ait un État profond, c'est les fonctionnaires finalement, c'est la continuité. Il y a un État profond aux États-Unis. Y a-t-il un État profond dans l'Union européenne? Non. Il y a un président de l'Union européenne, que personne ne connaît presque, aucun de mes étudiants connaissent son nom, Michel, qui est en concurrence avec la présidente de la Commission, qui normalement ne devrait pas être la leader, parce qu'elle représente ceux qui appliquent et qui proposent, mais pas le pouvoir démocratique, von der Leyen. Rappelez-vous, quand ils ont été reçus par Erdogan, il y avait un seul siège. Erdogan n'a pas fait ça que par machisme. Il a voulu montrer, vous n'allez pas venir à 2. Moi, je suis tout seul, je reçois un interlocuteur. Donc l'Europe a l'air ridicule. Comment voulez-vous qu'il y ait un État profond européen et une politique de long terme européenne, alors qu'on est divisé, on a plein de capitales qui ont des intérêts différents, on n'a pas les mêmes fiscalités, on n'a pas de politique budgétaire, on a fait une monnaie unique sans avoir une zone économique et financière et fiscale optimale, alors que c'est une aberration. On apprend en première année d'économie qu'une monnaie unique a besoin de certaines conditions de zone économique optimale. Donc on voit bien l'Europe aujourd'hui, Kissinger disait quel numéro de téléphone, l'Europe n'est rien d'un point de vue géopolitique. Ce n'est qu'un ensemble de nations qui malheureusement ont encore des intérêts disparates. Si vous voulez, l'égoïsme des États souverains qui composent l'Union européenne, qui n'a qu'un accord international, ce n'est pas une supranationalité de l'Union européenne, que en partie. C'est encore en grande partie un traité, des traités, dont les membres signataires qui ont ratifié ces traités ont un droit de veto. Et le droit de veto, c'est la caractéristique des organisations internationales composées d'États souverains. Pour que nous devenions une vraie puissance, avec une vraie réflexion de long terme, une vraie décision, il faudrait passer à une Europe puissance, une Europe souveraine, qui détruise le principe d'unanimité et qui nous fasse passer à une quasi-fédération. On en est extrêmement loin. Donc aujourd'hui, les États souverains, pour conclure, n'ont plus vraiment de souveraineté nationale. Ils l'ont, mais elle a été grignotée par l'euro, par 60% des lois qui viennent de Bruxelles, certes votées par des États souverains, mais de facto, la Commission européenne a un vrai pouvoir de décision qui outrepasse son pouvoir initial de proposition et d'application. Et de l'autre côté, on n'a pas réussi à passer à une souveraineté européenne que voudrait Macron. Donc finalement, les plus cohérents, c'est d'un côté des souverainistes qui veulent une Europe, comme De Gaulle le voulait, une Europe des nations souveraines, ou alors, je vais choquer certains souverainistes, mais les européistes cohérents, qui veulent passer à une supranationalité souveraine. Donc une fédération où là, on aurait un État européen. Mais nous ne sommes ni dans l'un, il n'y a plus vraiment de souveraineté absolue des États, à part quelques exceptions comme la Hongrie, mais le reste des États ont accepté de partager leur souveraineté, mais on n'a pas une souveraineté supranationale. Et mon maître, le général gallois, qui était plutôt chevènementiste, donc souverainiste modéré, et gaulliste, c'était un gaulo-chevènementiste, donc certes il était pour la nation souveraine, il disait « j'ai beau être pour la nation souveraine, je préfère encore que nous passions à la souveraineté supra-européenne, une Europe qui détruirait les souverainetés des nations, parce qu'au moins il y aurait une souveraineté. Donc il y aurait une décision, donc il y aurait un numéro de téléphone, il y aurait un interlocuteur. Aujourd'hui, nous ne sommes ni dans la souveraineté pleine nationale, ni dans une supra-souveraineté. Nous sommes un OJNI, comme je dis dans mon livre « La mondialisation dangereuse », écrit avec Sopelsa, nous sommes un objet géopolitique non identifié. Comment voulez-vous qu'un OJNI, un objet géopolitique non identifié, qui n'a pas de souveraineté réelle, puisse décider de quoi que ce soit, autre que de décisions contradictoires, disparates, imparfaites, qui ne sont pas de vraies décisions. D'où le fait que nous sommes une énorme puissance. George Friedman, le grand stratège américain, dit « Le plus grand danger pour l'Empire américain, il le dit et il l'écrit en 2015, ce n'est pas la Chine. » Il faut revoir cette vidéo, c'est extraordinaire. Stratford, l'homme qui conseille la CIA, il disait « C'est l'idée d'une Union européenne. Si l'Union européenne s'unit avec en plus l'énergie russe, c'en est fini de l'Empire américain. » Voilà ce que pensent de nous nos amis, qui d'ailleurs nous font des sales coups, parce que vous avez vu, le plan de relance de Biden de l'économie et de l'aide aux entreprises viole totalement les lois de la libre concurrence que nous nous imposons nous-mêmes. Alors l'Europe est très forte pour s'imposer à elle-même des lois de respect de la libre concurrence que la Chine et l'Amérique, les deux grands rivaux économiques, ne s'imposent pas à eux-mêmes.
Et là, M. Breton a dit ouais, il faudrait peut-être qu'on change, mais avant qu'on annule ces lois qui nous torpillent, qui nous font un harakiri, alors que d'autres ont des lois totalement opposées, mais à l'OMC, ils nous font quand même des procès lorsque nous aidons nos entreprises. Donc il y a une véritable guerre économique avec les États-Unis qui est totalement passée sous silence par une grande partie de nos élites, parce que nos élites sont très liées aux États-Unis. Certains, excusez-moi, c'est pas vulgaire, mais certains sont même achetés par des intérêts américains ou viennent de grandes entreprises américaines. Donc peut-être qu'il faudrait commencer par, et c'est ma conclusion, un European Buy Act. Les Américains ont une loi qui oblige l'État américain à passer des commandes à des entreprises américaines pour certains matériaux militaires technologiques. Pourquoi l'Europe n'oblige pas à acheter européen? Les Allemands nous ont fait un sale coup récemment. Ils ont détruit le couple franco-allemand d'un point de vue aérospatial, nucléaire et industriel en prenant une décision finalement de se mettre avec les pays de l'Est et l'Amérique pour acheter des matériaux américains au détriment du propre accord de défense que nous avions avec eux au niveau industriel. Ils ont détruit 30 ans ou 40 ans ou 50 ans de collaboration germano-française. Donc tout cela est quand même assez déplorable et vous imaginez qu'avec ce manque de décision, cette cacophonie, ce manque de souveraineté européenne, on n'est pas prêt de traverser cette crise qui découle du fait qu'on veut se passer totalement de gaz russe. On n'est pas prêt de trouver une solution pour que ça se passe de manière non douloureuse. En d'autres termes, ça va être froid et ça va être douloureux ce qui nous attend dans les mois à venir. Et je ne suis pas sûr que les Européens qui vivent dans le coton soient préparés.